Chapitre 19. Tel était le grand secret de Tom, c'était cette idée d'assister à leurs propres funérailles qui avait tant plu à ses frères pirates. Le samedi soir, au crépuscule, ils avaient traversé le Missouri sur un gros tronc d'arbre, avaient abordé à une dizaine de kilomètres en amont du village, et, après avoir dormi dans les bois jusqu'à l'aube, ils s'étaient faufilés entre les maisons, sans se faire voir, et étaient allés se cacher à l'église derrière un amoncellement de bancs détériorés. Le lundi matin, au petit déjeuner, tante Polly et Murray parurent redoubler de prévenance à l'égard de Tom. La conversation allait bon train. « Allons, Tom, fit la vieille dame, je reconnais que c'est une fameuse plaisanterie de laisser les gens se morfondre pendant une semaine pour pouvoir s'amuser à sa guise, mais c'est tout de même dommage que tu aies le cœur si dur et que tu aies pu me faire souffrir à ce point. Puisque tu es capable de traverser le fleuve sur un tronc d'arbre pour assister à ton enterrement, tu aurais bien pu t'arranger pour me faire savoir que tu n'étais pas mort. Je n'aurais pas couru après toi, va. » « Oui, tu aurais pu faire cela, déclara Murray. D'ailleurs, je suis persuadée que tu l'aurais fait si tu en avais eu l'idée. N'est-ce pas, Tom, tu l'aurais fait? J'en sais rien. Ça aurait tout gâché. J'espérais que tu m'aimais assez pour cela, dit la vieille dame d'un ton grave, qui impressionna le garnement. Cela m'aurait fait plaisir, même si tu n'avais fait qu'y penser. Écoute, ma tante, ce n'est pas dramatique, expliqua Mary. C'est seulement l'étourderie de Tom, il est toujours tellement pressé. C'est d'autant plus regrettable. Sid y aurait pensé, lui, et il serait venu. Un jour, Tom, quand il sera trop tard, tu y réfléchiras et tu regretteras de ne pas l'avoir fait, alors que cela te coûtait si peu. Mais enfin, petite tante, tu sais que je t'aime. Je le saurais mieux si tu me le montrais. Eh bien, je regrette de ne pas y avoir pensé, fit Tom, repentant. Et pourtant, j'ai rêvé de toi. C'est quelque chose, ça, non? C'est peu. Un chat en ferait tout autant. Mais bon, c'est mieux que rien. Qu'as-tu rêvé? Eh bien, mercredi soir, j'ai rêvé que tu étais assise près de ton lit, avec Sid et Murray à côté de toi. Ça n'a rien d'extraordinaire, tu sais que nous nous tenons très souvent au salon le soir. Oui, mais j'ai rêvé qu'il y avait aussi Madame Harper. Tiens, ça c'est curieux. C'est exact, elle était avec nous mercredi. As-tu rêvé autre chose? Oh, des tas d'autres choses. Mais c'est bien vague tout cela maintenant. Essaie de te rappeler. J'ai l'impression que le vent a soufflé et que la lampe... Continue, Tom, continue. Tom se prit le front à deux mains et parut faire un violent effort. Ça y est, le vent a failli éteindre la lampe. Oh, grand Dieu, continue, Tom. Il me semble aussi que tu as fait une réflexion sur la porte qui venait de s'ouvrir. Oh, Tom, continue, continue. Alors, je ne suis pas certain, mais tu as dû dire à Sid d'aller la fermer. Oh, Tom, mais c'est invraisemblable. Tom, tout s'est bien passé ainsi. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Dire qu'il y a des gens qui se figurent que les rêves ne signifient rien. Je voudrais bien être la plus vieille d'une heure pour aller raconter cela à Sereny Harper. Continue, Tom. Tout devient clair maintenant, je me rappelle très bien. Tu as dit que je n'étais pas méchant, mais seulement turbulent. Tu as parlé de chevaux échappés, je crois. Mais c'est vrai. Vas-y, Tom, je t'en supplie. Alors tu t'es mise à pleurer. C'est vrai. Je t'assure que ce n'était d'ailleurs pas la première fois depuis ton départ. Et alors? Alors, Madame Harper s'est mise à pleurer elle aussi, en disant que c'était la même chose pour Joe, et qu'elle regrettait de l'avoir fouetté parce que ce n'était pas lui qui avait volé la crème. Oh, Tom, mais c'est un miracle. Tu as un don. Continue. Alors, Sid a dit... Je n'ai sûrement rien dit, coupa Sid. Si, tu as dit quelque chose, rectifia Murray. Il a dit qu'il espérait que je n'étais pas trop mal là où j'étais, mais que si j'avais été plus gentille... Écoutez-moi ça, s'exclama tante Polly. Ce sont les propres paroles de Sid. Et tu lui as imposé silence, ma tante. Ce n'est pas possible, il devait y avoir un ange dans le salon ce soir-là. Et puis, Madame Harper a dit que Joe lui avait fait éclater un pétard sous le nez et tu lui as raconté l'histoire du doloricide et du chat. C'est la pure vérité. Alors, vous avez parlé des recherches entreprises pour nous retrouver et du service funèbre prévu pour le dimanche. Ensuite, Madame Harper t'a embrassée et elle est partie en pleurant. Et alors, Tom? Alors, tu as prié pour moi et tu t'es couché.
J'avais tellement de chagrin que j'ai pris un morceau d'écorce de sycomore et que j'ai écrit dessus « Nous ne sommes pas morts, nous sommes seulement devenus des pirates. » J'ai posé le morceau d'écorce sur la table près de la bougie, et tu avais l'air si gentil pendant que tu dormais que je me suis penchée et que je t'ai embrassé sur les lèvres. C'est vrai, Tom, c'est vrai? Eh bien, je te pardonne tout pour cela. Et la vieille dame se leva et embrassa son neveu à l'étouffer. Tom eut l'impression d'être le plus affreux coquin que la terre ait jamais porté. C'est touchant, même si ça ne s'est passé qu'en rêve, murmura Sid en appuyant sur le dernier mot. Tais-toi, Sid. On agit dans les rêves comme dans la réalité. Tiens, Tom, voilà une belle pomme que je gardais pour te la donner quand on te retrouverait. Maintenant, va à l'école. Je remercie le Seigneur, notre Père à tous, de t'avoir retrouvé. Il est patient et miséricordieux pour ceux qui croient en lui et gardent sa parole. Dieu sait si je n'en suis pas digne. Mais s'il n'accordait secours qu'à ceux qui le sont, il n'y en aurait pas beaucoup à se réjouir ici-bas, et encore moins à entrer dans sa paix quand arrivera l'heure du repos éternel. Allez, partez tous les trois. Vous m'avez retardé assez longtemps. Les enfants prirent le chemin de l'école, et la vieille dame se dirigea vers la maison de madame Harper, dont elle comptait bien vaincre le scepticisme en lui racontant le merveilleux rêve de Tom. Sid comprit qu'il valait mieux garder pour lui cette pensée qui lui trottait par la tête. Bizarre, cette histoire. Un rêve aussi long sans aucune erreur. Tom était devenu le héros du jour. Prenant son air le plus digne, il refusa de se mêler aux jeux ordinaires de ses camarades, si peu en rapport avec la personnalité d'un pirate authentique. Il essaya de ne point voir les regards braqués sur lui, et de ne point entendre les voix qui chuchotaient son nom, mais cela ne l'empêchait pas de boire comme du petit lait toutes les remarques qu'il pouvait surprendre. Les plus petits s'attachaient à ses pas, fiers d'être tolérés à ses côtés. Ceux de son âge feignaient de ne pas s'être aperçus de son absence, mais intérieurement crevaient de jalousie. Ils auraient donné tout ce qu'ils avaient au monde pour avoir cette peau tannée et cette célébrité désormais attachée à son nom. En fin de compte, les élèves cachèrent si peu leur admiration pour lui et pour Joe que les deux héros de l'aventure devinrent vite puants d'orgueil. Ils n'arrêtaient pas de narrer leurs exploits et, avec des imaginations comme celles dont ils étaient dotés, ils ne risquaient guère d'être à court. Quand ils sortirent leurs pipes de leurs poches et se mirent à fumer, ce fut du délire. Tom décida que désormais il pouvait se passer de Becky Thatcher. Il ne vivrait plus que pour la gloire, elle lui suffirait. Maintenant qu'il était un héros, Becky chercherait peut-être à se réconcilier. Eh bien, quel essai! Elle verrait qu'il pouvait jouer les indifférents tout comme n'importe qui. Du reste, elle ne tarda pas à faire son entrée dans la cour de l'école. Tom fit mine de ne pas la voir, rejoignit un groupe de garçons et de filles et se mit à parler avec eux. La petite avait l'air très gaie, les joues roses et l'œil vif. Elle courait après ses camarades et s'esclaffait quand elle en avait attrapé une. Mais il remarqua qu'elle venait toujours les chercher dans son voisinage et qu'elle en profitait pour regarder de son côté. Cela flatta sa vanité et acheva de le convaincre de l'ignorer. Elle cessa alors son jeu et erra sans but, soupirant et jetant des regards furtifs dans sa direction. La vue de Tom en grande conversation avec Amy Lawrence lui serra le cœur. Elle changea de visage et de comportement. Elle essaya de s'éloigner, mais ses pas la ramenaient, malgré elle, vers le petit groupe. Elle s'adressa à une fille voisine de Tom. « Tiens, Mary Austin, pourquoi n'es-tu pas venue à l'école du dimanche ? » ?»« Mais j'y étais. »« C'est drôle, je ne t'ai pas vue. Je voulais te parler du pique-nique. »« Oh, ça c'est chic. Qui est-ce qui l'offre ? » ?»« C'est ma mère. »« Oh, j'espère bien être de la fête. Bien sûr. C'est pour me faire plaisir qu'elle donne ce pique-nique. Je peux inviter qui je veux. »« Quand est-ce ? » ?»« Probablement au moment des grandes vacances. »« Oh, on va bien s'amuser. Tu vas inviter tous nos camarades ? » ?»« Oui, tous ceux que je considère comme des amis, » répondit Becky en se tournant vers Tom. Mais Tom ne voulait rien entendre. Il était en train d'expliquer à Amy Lawrence comment il avait échappé par miracle à la mort la nuit de l'orage, lorsque le sycomore géant s'était abattu à quelques centimètres de lui. « Oh, est-ce que je pourrais venir ? » demanda Gracie Miller. « Oui. Et moi ? » fit Sally Rogers. « Oui. Et moi aussi ? » dit Suzy Harper. « Je pourrais amener Joe ? Oui, oui. » Et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des membres du groupe eût demandé une invitation,
sauf Tom et Amy. Alors Tom fit demi-tour et emmena Amy avec lui. Les lèvres de Becky tremblèrent, ses yeux s'embuèrent. Elle essaya de donner le change en se montrant particulièrement gaie, mais l'idée de son pique-nique ne présentait plus aucun charme pour elle. Elle alla se réfugier dans un coin et pleura un bon coup, comme disent les personnes de son sexe. Elle resta là, seule avec sa fierté blessée et son humeur morose. Quand la cloche sonna, elle s'arracha à son banc, secoua ses tresses et partit, bien décidée à se venger. Pendant la récréation, Tom continua à se mettre en frais pour Amy Lawrence. Au bout d'un moment, il s'étonna de l'absence de Becky et la chercha partout, pour l'humilier encore en lui infligeant le spectacle de son entente parfaite avec Amy. Il finit par la trouver sur un banc derrière l'école. Son sang ne fit qu'un tour. La rage l'étouffa. Elle était fort occupée à feuilleter un livre d'images avec Alfred Temple. Ils étaient si absorbés, leur tête était si rapprochée au-dessus du livre, qu'ils ne voyaient plus rien autour d'eux. La jalousie envahit Tom. Il s'en voulut d'avoir rejeté la chance de réconciliation offerte par Becky. Il se traita de tous les noms. Il aurait pleuré de rage. Tout en marchant auprès de lui, Amy bavardait joyeusement. Mais Tom avait perdu sa langue. Il ne l'entendait pas et répondait à côté de toutes ses questions. Il retournait sans cesse derrière l'école pour mieux se déchirer à ce spectacle. Il ne pouvait s'en empêcher. Cela le rendait fou que Betty Thatcher semblât ignorer tout de son existence. Mais elle n'était pas aveugle. Elle savait pertinemment qu'elle était en train de gagner la bataille, et n'était pas mécontente de le voir souffrir ce qu'elle avait souffert. Le gentil babillage d'Amy devenait intolérable. Tom eut beau faire allusion à des occupations urgentes et dire que le temps passait, rien n'y fit. Elle continuait à pépiller. Tom pensa « Qu'elle aille au diable! Est-ce que je ne vais pas arriver à m'en débarrasser ?» Il fallait bien qu'il parte, enfin. Elle promit ingénument d'être dans les parages à la sortie de l'école. Il la quitta en hâte, plein de ressentiment contre elle. « N'importe qui !» grinça Tom entre ses dents. « N'importe qui, mais pas ce gandin de la ville qui se prend pour un aristocrate parce qu'il est bien habillé. Ah, attends un peu. Je t'ai rossé le premier jour où je t'ai rencontré et je te rosserai encore. Tu ne perds rien pour attendre. » Il étria un garçon imaginaire, frappant l'air de ses bras, de ses pieds, visant les yeux. « Ah oui, vraiment, tu cries trop fort, mon vieux. Tiens, attrape ça. » Et la correction fictive se termina à sa plus grande satisfaction. À midi, Tom s'enfuit chez lui. Il était partagé entre sa jalousie et sa conscience qui ne lui permettait plus de supporter la gratitude évidente et le bonheur d'Amy. Becky, de son côté, profita de la seconde récréation pour reprendre le manège avec Alfred. Mais comme Tom refusait obstinément de venir étaler sa douleur devant elle, le jeu ne tarda pas à perdre de son charme. Son attitude se fit sérieuse, puis distraite, enfin franchement mélancolique. Elle crut reconnaître un pas à 2 ou 3 reprises. Espérance vite déçue. Ce n'était pas Tom. Elle commença à se sentir très malheureuse et regretta d'être allée aussi loin. Comprenant qu'il la perdait sans saisir pourquoi, le pauvre Alfred ne savait plus à quel moyen recourir. « Oh, la belle image !» s'exclama-t-il. « Regarde ça !»« Oh, cesse de m'ennuyer avec cela, je m'en moque !» répondit Becky. « Je m'en moque pas mal. » Et là-dessus, elle fondit en larmes. Alfred se pencha vers elle pour la consoler. Elle le repoussa. « Laisse-moi tranquille, je te déteste !» Le garçon se demanda ce qu'il avait bien pu faire. C'était elle qui avait proposé de regarder des images, et la voilà qui partait tout en pleurs. Furieux, humilié, Alfred s'en fut méditer dans l'école déserte. La vérité lui apparut très vite. Becky s'était servie de lui pour se venger de Tom Sawyer. Comme il était loin de nourrir une sympathie exagérée pour ce dernier, il décida de lui jouer un bon tour sans courir lui-même trop de risques. Il se leva et pénétra dans la classe. Il s'approcha du banc de Tom. Sur le pupitre était posé son livre de lecture. Alfred l'ouvrit, chercha la page qui correspondait à la leçon du soir et versa dessus le reste d'un encrier. Embusquée derrière la fenêtre, Becky l'avait observé sans se faire remarquer. Dès qu'il eut terminé, elle se mit en route pour aller prévenir Tom. Il lui en saurait gré et ce serait la fin de leur brouille. À mi-chemin cependant, elle s'était ravisée.
La façon dont Tom l'avait traitée pendant qu'elle lançait des invitations à son pique-nique ne pouvait pas se pardonner aussi facilement. Tant pis pour lui. Elle décida de le laisser punir et de le détester à tout jamais par-dessus le marché. Chapitre 20. Tom rentra chez lui de fort méchante humeur. Il se sentait tout triste et les premières paroles de sa tante lui montrèrent qu'il n'était pas encore au bout de ses tourments. « Tom, j'ai bonne envie de t'écorcher vif. »« Qu'est-ce que j'ai fait, tante Polly ? Ah, tu te trouves que tu n'as rien fait. Voilà que je m'en vais comme une vieille imbécile chez Sereny Harper pour lui raconter ton rêve, et pas plus tôt chez elle, j'apprends que Joe lui a dit que tu étais venu ici en cachette et que tu avais écouté toute notre conversation. Mais enfin, Tom, je me demande ce qu'un garçon capable de faire des choses pareilles pourra bien devenir dans la vie. Je ne sais pas ce que ça me fait de penser que tu m'as laissé aller chez Sereny sans dire un mot. Tu ne t'es donc pas dit que j'allais me couvrir de ridicule ? Tom, qui s'était trouvé très malin le matin au petit déjeuner, retomba de son haut. « Je regrette, tante, mais je n'avais pas pensé à cela. »« Ah, mon enfant, tu ne penses jamais à rien. Tu ne penses qu'à ce qui te fera plaisir. Tu as bien pensé à venir en pleine nuit de l'île Jackson pour te moquer de nos tourments, et tu as bien pensé à me jouer un bon tour en me racontant ton prétendu rêve. Mais tu n'as pas pensé une minute à nous plaindre et à nous épargner toutes ces souffrances. » Tante Polly, je me rends compte maintenant que je vous ai fait beaucoup de chagrin, mais je n'en avais pas l'intention. Tu peux me croire, et puis ce n'est pas par méchanceté et pour me moquer de vous tous que je suis venue ici l'autre nuit. Alors, pourquoi es-tu venue ? Pour vous dire de ne pas vous inquiéter parce que nous n'étions pas noyés. Tom, je serais bien trop contente de pouvoir te croire, seulement tu sais bien toi-même que ce n'est pas vrai, ce que tu me dis là. Mais si, ma tante, je te le jure, que je meurs si ce n'est pas vrai. Voyons, Tom, ne mens pas. Ça ne fait qu'aggraver ton cas. Ce n'est pas un mensonge, tante, c'est la vérité. Je voulais t'empêcher de te tourmenter, c'est uniquement pour ça que je suis venue. Je paierais cher pour que ce soit vrai, ça me ferait oublier bien des choses, mais ça ne tient pas debout. Pourquoi serais-tu venue et ne m'aurais-tu rien dit ? Tu comprends, tante Polly, j'avais l'intention de te laisser un message, mais quand tu as parlé de service funèbre, j'ai eu tout de suite l'idée d'assister à notre propre enterrement en nous cachant dans l'église, et forcément ça aurait raté si je t'avais prévenu d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai remis mon morceau d'écorce dans ma poche et je suis repartie. Quel morceau d'écorce ? Celui sur lequel j'avais écrit que nous étions partis pour devenir pirates. Je regrette bien maintenant que tu ne te sois pas réveillée quand je t'ai embrassée, je t'assure. Les traits de la vieille dame se détendirent, et ses yeux s'emplirent d'une soudaine tendresse. C'est vrai, Tom, tu m'as bien embrassé, Tom ? Absolument vrai. Pourquoi m'as-tu embrassé, Tom ? Parce que je t'aime beaucoup et que tu avais tant de chagrin. Les mots sonnaient si vrais que la vieille dame ne put s'empêcher de dire, avec un tremblement dans la voix. Allons, Tom, viens m'embrasser et sauve-toi à l'école, et surtout, tâche de ne plus me causer de tracas. Dès qu'il fut parti, tante Polly se dirigea vers un placard et en sortit la malheureuse veste dans laquelle Tom avait exercé ses talents de pirate. Non, dit la vieille dame à haute voix, je vais la remettre en place. Je sais que Tom a menti, mais il a menti pour me faire plaisir. Dieu lui pardonnera. Alors ce n'est pas la peine de regarder dans ses poches. Elle posa la veste sur une chaise et s'éloigna. Mais la tentation était trop forte. Elle revint sur ses pas et enfouit sa main dans la poche de Tom. Un moment plus tard, les joues ruisselantes de larmes, elle lisait le message écrit sur un morceau d'écorce. « Maudit polisson !» murmura-t-elle. « Je lui pardonnerais encore, même s'il avait commis 1 000 000 de péchés. » Le baiser affectueux que tante Polly lui avait donné avant son départ pour l'école avait chassé toutes les idées noires de Tom et il s'en alla le cœur léger. Au détour d'un chemin creux, il eut la chance d'apercevoir Becky Thatcher. Comme toujours, son humeur lui dicta son attitude. Sans l'ombre d'une hésitation, il courut vers elle et lui dit « J'ai été très méchant aujourd'hui, Becky. Je suis désolé. Je ne recommencerai plus jamais, jamais. Veux-tu que nous redevenions amis ?» La petite le toisa du regard et lui répondit « Je vous serais reconnaissante de vous mêler de vos affaires, monsieur Thomas Sawyer. Dorénavant, je ne vous adresserai plus jamais la parole. » Elle releva le menton et passa son chemin.
Tom était si abasourdi qu'il n'eut pas la présence d'esprit de lui crier « Ça m'est égal, espèce de pain-bêche !» Quand il lança cette phrase, Becky était déjà trop loin. À son arrivée à l'école, Tom était dans une belle colère. Broyant du noir, il déambula dans la cour. Avec quel plaisir il l'aurait rossée si elle avait été un garçon. Bientôt il se trouva nez à nez avec elle et lui fit une remarque cruelle. La fillette riposta. Elle était si furieuse qu'elle ne se tenait plus d'impatience à l'idée que la classe allait commencer et que Tom se ferait punir pour avoir renversé de l'encre sur son livre de lecture. Elle ne songeait plus maintenant à dénoncer Alfred Temple. Ah, ça non. La malheureuse ne savait pas qu'elle était sur le point de s'attirer elle-même de graves ennuis. Monsieur Dobbins, le maître d'école, était arrivé à un certain âge et, faute d'argent, avait dû renoncer à jamais à satisfaire ses ambitions les plus chères. Il aurait voulu être médecin, mais il lui fallait se contenter de son poste d'instituteur dans un modeste village. Chaque jour, lorsque les élèves ne récitaient pas leurs leçons, il se plongeait dans la lecture d'un énorme livre qu'en temps ordinaire il gardait précieusement sous clé dans le tiroir de sa chaire. Les enfants se perdaient tous en conjectures sur la nature du mystérieux volume et eussent donné n'importe quoi pour satisfaire leur curiosité. Becky entra dans la classe. La pièce était déserte. Elle passa auprès de la chaire et s'aperçut que la clé du tiroir était dans la serrure. Quelle aubaine! La petite regarda autour d'elle. Elle était seule. D'un geste prompt, elle ouvrit le tiroir, en sortit le livre. Le titre, Traité d'anatomie du professeur X, ne lui dit rien, et elle se mit à en feuilleter les pages. Elle s'arrêta devant une superbe gravure représentant un corps humain avec toutes ses veines et ses artères en bleu et en rouge. À ce moment, une ombre se dessina sur la page. Tom Sawyer, qui venait d'entrer, avait aperçu le livre et s'approchait. Becky voulut le refermer, mais dans sa précipitation, elle s'y prit si mal qu'elle déchira la moitié de la page qui l'avait tant intéressée. Elle enfouit le livre dans le tiroir, referma celui-ci à clé et se mit à pleurer de honte. « Tom Sawyer, bredouilla-t-elle, ce n'est pas très joli ce que tu fais là. C'est bien ton genre de venir espionner les gens pendant qu'ils sont en train de regarder quelque chose. » « Comment aurais-je pu savoir que tu étais en train de regarder quelque chose ? » « Tu devrais rougir, Tom Sawyer. Tu sais très bien que tu iras me dénoncer. Et alors, qu'est-ce que je vais devenir ? Le maître me battra ? Je n'ai jamais été battue en classe. » Alors Becky frappa le sol de son petit pied. « Eh bien, tant pis !» s'écria-t-elle. « Fais ce que tu voudras, je m'en moque. Je sais ce qui va se passer tout à l'heure. Attends un peu, tu verras. Tu es un être odieux, odieux, odieux !» Et elle se précipita dehors, dans un nouvel accès de larmes. Tom resta un peu décontenancé par cette brusque explosion de rage. « Oh là 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 là, se dit-il, ce que c'est que les filles. Jamais reçu de correction en classe. Peuh, en voilà une affaire d'être battue. Ce sont toutes des poules mouillées. Bien sûr, je n'irai pas la dénoncer au vieux Dobbins. Il y a des façons moins méprisables de régler ses comptes. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. Le vieux saura toujours qui a déchiré son bouquin. Ça se passera comme d'habitude. Il interrogera d'abord les garçons, personne ne répondra. Ensuite, il interrogera les filles, une par une. Quand il arrivera à la coupable, il sera tout de suite fixé. Le visage des filles les trahit toujours. Elles n'ont pas de cran. En tout cas, voilà Becky Thatcher dans de beaux draps. Elle sera battue parce qu'elle n'a aucun moyen de s'en tirer. Enfin, ça la redressera. Tom sortit rejoindre le groupe des écoliers qui s'amusaient dans la cour. Au bout d'un moment, le maître arriva et la classe commença. Tom ne s'intéressa guère au sujet traité. De temps en temps, il regardait du côté des filles et ne pouvait se défendre d'un sentiment de pitié en apercevant le visage bouleversé de Becky. Bientôt, cependant, il découvrit la tache d'encre sur son livre de lecture et ne pensa plus à autre chose. Becky le surveillait du coin de l'œil et fit effort sur elle-même pour mieux voir ce qui allait se passer. Monsieur Dobbins avait l'œil exercé. De loin, il remarqua la tache qui s'étalait sur le livre de Tom et s'approcha en tapinois. « Qui a fait cela ?»« Ce n'est pas moi, monsieur. »
Bien entendu, le maître n'accorda aucune créance aux dénégations de Tom, qui aggravait singulièrement son cas en protestant de son innocence. Becky fut sur le point de se lever pour dénoncer le véritable coupable. Mais à la pensée que Tom ne manquerait pas de la trahir un peu plus tard, elle se retint. Tom accepta avec résignation la correction que lui infligea l'instituteur, et regagna sa place en se disant qu'après tout, c'était peut-être bien lui qui avait renversé de l'encre sur son livre, par mégarde. Une bonne heure passa ainsi. L'air était lourd du bourdonnement de l'étude, et le maître somnolait derrière sa chaire. Peu à peu, M. Dobbins sortit de sa torpeur, puis s'installa confortablement sur sa chaise et ouvrit le traité d'anatomie. Les élèves ne perdaient pas un seul de ses gestes. Tom jeta un regard furtif à Becky et surprit dans les yeux de la petite l'expression navrante du jeune lapin qui se sait condamné. Du même coup, il en oublia son ressentiment contre elle. Vite, il fallait agir sans perdre une seconde. Mais l'imminence du péril lui paralysait l'esprit. Vite, voyons, ah, c'est cela. Il allait sauter sur le livre et s'enfuir avec. Hélas. Trop tard, M. Dobbins feuilletait déjà son gros bouquin. Becky était perdue. Le maître releva la tête et regarda sa classe d'un air si terrible que les meilleurs élèves se sentirent pris de panique. Un silence absolu régnait dans la salle. « Qui a déchiré ce livre ?» demanda M. Dobbins, dont la colère montait à vue d'œil. Personne ne répondit. On aurait pu entendre voler une mouche. Le maître sculpta chaque visage dans l'espoir que le coupable se trahirait. « Benjamin Rogers, avez-vous déchiré ce livre ?»« Non, monsieur. » Nouveau silence. « Joseph Harper, est-ce vous ?»« Non, monsieur. » Tom devenait de plus en plus nerveux et plaignait Becky de tout son cœur d'avoir à endurer ce lent martyre. Le maître examina les autres garçons d'un air soupçonneux et se tourna vers les filles. « Amy Lawrence ?» L'enfant fit non de la tête. « Gracie Miller ?» Même réponse. « Susan Harper, est-ce vous ?»« Non, monsieur. » Maintenant, c'était au tour de Becky Thatcher. Tom tremblait de la tête aux pieds. La situation était sans espoir. « Rebecca Thatcher ?» Tom la regarda. Elle était blanche comme un linge. « Avez-vous déchiré ?»« Non, regardez-moi en face. » Les mains de la petite se levèrent en un geste suppliant. « Avez-vous déchiré ce livre ?» Un éclair traversa l'esprit de Tom qui se leva d'un bond. « Monsieur !» s'écria-t-il, « c'est moi qui ai fait ça. » Les élèves médusés se tournèrent vers lui. Il resta un moment avant de reprendre ses esprits. Quand il s'avança pour recevoir son châtiment, la surprise, la gratitude, l'adoration qui se peignait sur le visage de Becky le dédommagèrent des 100 coups de férule dont il était menacé. Galvanisé par la beauté de son acte, il reçut sans un cri la plus cinglante volée que M. Dobbins eût jamais administrée de sa vie. Il accepta avec la même indifférence l'ordre de rester à l'école 2 heures après la fin de la classe, car il savait bien qu'une certaine personne, peu soucieuse de ces 2 heures perdues à l'attendre, serait là à sa sortie de prison. Ce soir-là, Tom alla se coucher en méditant des projets de vengeance contre Alfred Temple. Honteuse et repentante, Becky lui avait tout raconté, sans oublier sa propre traîtrise. Mais ces noirs dessins cédèrent la place à des pensées plus douces, et Tom s'endormit, bercé par la musique des derniers mots que Becky avait prononcés à son oreille. « Tom, comme tu as été noble !»